Enfant, je m'émerveillais souvent de voir à quel point on pouvait s'enfoncer profondément dans ses propres pensées, comme plongé dans un vide sans fin. J'ai passé des heures dans mon imagination à me demander à quoi ressemblerait le monde si tout était effacé, s'il ne restait plus rien. Mais le simple fait d'exister n'était qu'un jeu fantaisiste à l'époque. Mais au fil des années, j'ai senti que quelque chose changeait en moi. Au lieu de souvenirs clairs faisant remonter à la surface des fragments disjoints et insaisissables, comme les pages d'un livre que je n'arrivais pas à reconstituer, ce n'étaient pas seulement les souvenirs eux-mêmes, c'était le sentiment troublant qu'ils me procuraient. Ont disparu et ont été remplacés par un vide toujours croissant. Parfois, je me demande si ces lacunes étaient une manière pour mon esprit de me protéger en tant que mécanisme de défense contre quelque chose qui était trop écrasant pour que je puisse le supporter. Mais plus j'y pensais, plus je sentais que le vide n'était pas une retraite, mais une invitation. Une passerelle vers quelque chose de bien plus grand. Même si je n'avais pas le courage de traverser le vide, qui était une obscurité totale et englobante. Étrangement pour moi, je n'avais pas peur, même si une partie de moi pensait que j'avais peur aurait dû. Je me sentais distant, comme si je n'étais pas capable de tendre la main, laissant un vide étrange là où j'étais. Cette sensation m'a rappelé d'être dans une chambre de privation sensorielle. Peut-être que j'étais exactement là où j'essayais de me rappeler comment j'étais arrivé ici, mais mon esprit était comme une ardoise vierge. L'absence de mémoire provoquait un léger malaise, mais il était éphémère et trop lointain pour être saisi. L'obscurité elle-même était étrange. J'ai essayé de bouger les yeux, mais il n'y avait aucun changement, pas d'ombre. Pas de contour, je n'ai toujours rien essayé, autant que je savais, je pouvais me retourner sauvagement, mais l'obscurité statique n'offrait aucun signe de mouvement. Une image absurde de ma tête tournant sur un plateau tournant m'est venue à l'esprit. Au moins c'était quelque chose à laquelle je pouvais penser. Le temps s'étendait sans fin. Peut-être que je m'endormais, même si je ne pouvais pas être sûr que l'obscurité inflexible était une telle distinction. Une frustration sans importance a augmenté alors que mes tentatives pour évoquer des souvenirs n'ont donné aucun résultat. Qui étais-je? Où étais-je? La résignation était agaçante, mais abandonner semblait inévitable. Peut-être qu'une nouvelle tactique était de mise. Si je n'arrivais pas à me rappeler qui j'étais, pourrais-je me concentrer sur quelque chose de plus élémentaire, de plus fondamental? Un étrange sentiment de détachement. L'idée n'était pas de moi. Même si je ne pouvais pas expliquer comment je savais que la frustration couvait à nouveau, et je l'ai laissé s'attarder féodalement parce qu'il me semblait qui j'étais, ce que j'étais. Les questions tournaient, à moins que je les ignorais. La recherche de réponses n'avait mené nulle part et la frustration ne valait pas la peine d'être répétée. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'acte de penser lui-même. Comment ai-je compris les mots que je formais? Des significations abstraites ont conduit à des concepts concrets. Lorsque je me suis penché sur le tangible, une nouvelle clarté est apparue. J'ai imaginé un diagramme tiré d'un manuel de biologie, quelque chose sur le cerveau, des livres que j'aimais, des livres sur les étagères d'une bibliothèque, attendant d'être explorés. Ce souvenir était étrangement réconfortant, même s'il soulevait encore plus de questions sur pourquoi j'aimais les livres, qui j'aurais été à ce moment-là. Les vannes se sont ouvertes, les images et les associations ont afflué dans un bus rouge. Elle a embrassé quelqu'un sur la banquette arrière, ses lèvres étaient chaudes et doux. Son nom m'a échappé, tout comme le mien, mais le souvenir a brillé avec vivacité avant de disparaître comme une fumée. Mon esprit bourdonnait de fragments alors que je rêvais pendant que je dormais. Les morceaux éparpillés me semblaient familiers mais intangibles. Mes pensées rebondissaient de manière imprévisible. Des rues, des voitures, des mots, concrets et abstraits, flous. L'euphémisme est apparu. Professionnel violet et fragments de contexte historique. J'ai mentalement secoué le lapin pour en enlever les traces, puis quelque chose a changé le vide, si uniformément noir qu'un minuscule point de lumière vacillant est apparu. Je regardais, hypnotisé, la peur persistant aux confins de la conscience, mais je ne pouvais pas détourner le regard. La lumière est d'abord restée stable et immuable. Au fil du temps,
Elle s'est transformée en une ligne, puis en une forme, jusqu'à se dissoudre en un collier de perles lumineuses. Chaque perle brillait d'un éclat mondain différent, beau et hypnotique. Le cordon s'est tendu et a rempli ma vision. Si les perles étaient stationnaires ou si je me dirigeais vers elles, une légère sensation de chute répondait à la question. Ma perception changeait. N'étant plus immobile, je me suis précipité vers les orbes brillants alors que je m'approchais des perles bouillonnantes, apercevant des personnes dans chacune d'elles. Cette vision a déclenché en moi une nostalgie, un besoin profond de contact avec un autre être humain, à qui les bulles appelaient des réponses prometteuses, une camaraderie, ou peut-être simplement une évasion de l'abîme solitaire. Alors que je pensais à compter les perles ou les bulles lumineuses, j'étais trop près pour les attraper tous dans ma trajectoire. Ils semblaient enfermés sur l'un d'entre eux dans le futur centre, avant que je puisse me demander pourquoi je glissais sans problème à travers sa surface. Tout à coup, nous étions en 1995. Lorraine pleurait à nouveau. Aucune surprise. Elle pleurait toujours quand j'étais là, et quand elle pleurait, sa mère m'en voulait toujours cette fois. Le bras de Lorraine était rouge et meurtri là où j'étais. Je l'ai serré trop fort et je l'ai lâché, horrifié par les cicatrices. Je n'avais pas voulu lui faire de mal, mais elle sanglotait de manière inconsolable et semblait apprécier le drame. « Qu'as-tu fait maintenant, horrible garçon, Lorraine ?» Mère s'est précipitée vers moi, sa voix aiguë de colère, attrapant mon oreille et tournant la tête pour que je puisse regarder le bras blessé de Lorraine. « Regardez ça. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Je suis resté silencieux et lui ai expliqué que cela n'avait jamais aidé à ses yeux, que j'étais toujours le méchant. Mais cette fois, cela avait été différent. Lorraine s'était retrouvée directement sur la trajectoire d'une voiture venant en sens inverse. Je m'étais jeté pour la tirer en arrière et j'avais attrapé son bras plus fort que je ne le pensais pendant un moment haletant après le passage de la voiture. J'espérais que quelqu'un comprendrait. À la place, Lorraine a pleuré plus fort et la colère de sa mère est tombée comme une tempête. La gifle est arrivée sans prévenir et m'a laissé une piqûre dans la joue et ma fierté s'est effondrée. La gifle, ne t'inquiète pas chérie, il ne fera pas de mal encore toi. Je suis resté allongé sur le sol, mes joues brûlantes, mes larmes menaçant de couler, mais je les ai mordues, ce n'était pas juste. Rien de tout ça, c'était juste une main apparue devant moi. « Pourquoi tu n'as pas dit quelque chose ?» a demandé Elisabeth en m'aidant à me relever. Elle ne m'aurait pas cru. J'ai marmonné qu'elle ne faisait jamais ça. Élise avait 14 ans, 3 ans de plus que moi, mais elle me traitait comme son petit frère. « Tu n'as jamais pensé que c'était la première fois ?» a-t-elle demandé en croisant les bras. « Combien de fois as-tu sauvé Lorraine des ennuis ?» 7 heures, j'ai empêché sa poussette de rouler. Elle s'est précipitée dans la circulation, puis quelqu'un a poussé un caddie vers elle et je l'ai attrapée avant qu'il ne la frappe ensuite. Elle est tombée d'un portique. Je me suis cassé le nez en l'attrapant, mais elle a couru vers sa mère en pleurant et on m'a encore blâmé. L'année dernière, elle s'est emmêlée dans la rivière, j'ai sauté dedans et je l'ai libérée, mais quand je l'ai sortie, elle était hystérique et sa mère a supposé le pire et maintenant, Elisabeth secouait la tête. Pas étonnant que mon père dise toujours qu'aucune bonne action ne reste impunie. Son étreinte était chaleureuse et accueillante. L'inattendu a fait fondre ma frustration. J'avais le béguin pour elle depuis des lustres, et quand elle m'a embrassé doucement sur la joue, la douleur de la gifle s'est complètement calmée, son sourire entendu restant alors qu'elle reculait, me laissant flotter dans un brouillard de gratitude, me rendant où l'obscurité revint. Mon esprit m'entourait comme un voile suffocant. Agité de questions agitées et sans réponse. La scène à laquelle je venais d'assister restait inconfortablement vivante, et pourtant lointaine. Je l'avais vue à travers les yeux de quelqu'un d'autre. La présence de Lorraine m'a impressionné. Quelque chose chez elle ne collait pas. Et même si Elisabeth se sentait comme une sœur aînée, je ne pouvais pas avoir de frère, alors qu'à ce moment-là, tout me paraissait limpide. Je me souvenais de sa mort, que mon père avait enveloppée d'une douleur sourde. Il avait été un héros qui avait sauvé un enfant d'un camion en fuite, mais avait perdu la vie dans le processus. J'étais l'enfant qui l'avait sauvé,
La pensée me hantait, mais les détails refusaient de se solidifier. La douleur de la gifle de la mère de Lorraine résonnait encore faiblement dans ma tête, mais avant de pouvoir démêler ces pensées, j'ai ressenti à nouveau l'attraction, l'élan, m'entraînant vers la bulle suivante. C'était en 1995. J'étais debout dans une petite bulle, lumière tamisée. Le magasin éclairé, la lumière du soleil à l'extérieur rendait l'intérieur plus sombre en contraste. Une voix a appelé, et je me suis retourné pour voir un agent de sécurité marcher vers moi. Lauren et son ami se tenaient juste devant les vitrines du magasin, riant et pointant du doigt ma direction. L'amusement face à ma situation était douloureusement évident lorsque l'agent de sécurité m'a fait signe de m'écarter. Il m'a demandé si j'avais tout payé de ma poche. Son ton était vif et méfiant, et j'ai senti les yeux des acheteurs à proximité se tourner vers nous. J'ai insisté sur le fait que je l'avais fait, mais alors que son regard se plissait, un doute rampant a commencé à surgir quant à savoir si quelqu'un avait pu le faire à mon insu. J'ai mis quelque chose dans ma poche. L'idée paraissait absurde, mais le regard du gardien persistait. Il me conduisit jusqu'à une porte étiquetée privée et une alarme instinctive éclata en moi. Quelque chose dans le fait d'être retiré des yeux du public semblait mal. La foule croissante de spectateurs ajoutait à la tension avec leurs chuchotements et leurs murmures. Finalement, le directeur est apparu, un homme d'une trentaine d'années, portant un costume mal ajusté et un air d'impatience croissante sur le visage qu'il voulait immédiatement voir. J'ai serré plus fort le contenu de mon sac alors que je refusais de me souvenir des conseils que j'avais entendus une fois. Ne leur permettez jamais de fouiller vos affaires, à moins qu'ils n'aient l'autorité pour le faire. Je les retirai hors de sa portée. La foule désormais plus nombreuse semblait apprécier le drame qui se déroulait. Quelqu'un a ri, et le visage du manager s'est rougi de colère. Mais étrangement, son escalade s'est accélérée. Son humeur m'a permis de rester plus calme. J'ai fait remarquer qu'il n'était pas un policier et qu'il n'avait pas le droit de me fouiller. Les spectateurs rassemblés ont murmuré leur accord, ajoutant à son malaise croissant. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la foule s'est séparée, et deux policiers, un homme et une femme, se sont approchés de nous avec soulagement. Finalement, une autorité impartiale m'a envahi. Je n'ai pas perdu de temps pour expliquer que l'agent de sécurité m'avait arrêté avant que je quitte le magasin. J'ai dit qu'il avait essayé de m'emmener dans une chambre privée. J'ai refusé de me sentir en danger et j'ai insisté pour rester en public, ce que le directeur a ensuite tenté de fouiller. J'ai quitté prudemment sans raison. Les gardes m'ont écouté d'un air menaçant, peu sûr que le fait de mentionner mon cas puisse aider ou nuire. Les policiers ont écouté attentivement, le visage illisible, avant de tourner leur attention vers le garde qu'ils surveillaient. Il s'est déplacé inconfortablement et a admis qu'il s'était arrêté dans le magasin. Le gardien s'est montré dur pour ne pas avoir suivi la procédure appropriée. Sa colère s'est transformée en insulte alors qu'il se retirait par la porte privée. Le son de ses cris s'est arrêté lorsque la porte a crié contre le garde. Alors que je me suis refermé, les agents se sont retournés vers moi sans aucun signe d'acte répréhensible. Ils m'ont relâché dès que la tension s'est calmée, une vague de vertige m'a frappé, mon environnement a semblé perdre sa couleur, les bords de ma vision sont devenus gris, mes jambes ont vacillé et je suis tombé au sol alors que la nausée tourbillonnait dans mon ventre. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé l'un des policiers, la voix pleine d'inquiétude. Je secouai la tête, me penchai en avant et pressai ma tête entre mes genoux. La pièce tournait autour de moi, le vertige menaçant de m'envahir, leurs voix se fondant légèrement dans le fond et le monde autour de moi s'assombrissait. Le dernier son que j'ai entendu avant que tout ne disparaisse, c'était quelqu'un qui m'appelait James. Le bourdonnement dans mes oreilles s'estompa, tandis que la voix d'Elizabeth traversait la brume. Malgré l'épuisement, l'évanouissement s'est calmé. J'ai apprécié le confort de son étreinte. Ne voulait pas lâcher le réconfort éphémère qu'elle m'apportait. Elle a assuré aux policiers qu'elle me ramènerait à la maison en toute sécurité. Sa confiance calme les convainquant de nous quitter. Alors que les policiers partaient, sans autre question, j'ai jeté un coup d'œil dans mon sac
et découvert la farce que Lorraine et ses amis m'avaient fait. Des sous-vêtements qui visaient probablement à m'humilier lorsque j'étais ennuyé, mais ne voulant pas leur donner la satisfaction que j'avais jetée sur une étagère voisine et qu'Elisabeth avait suggérée. Une vengeance subtile et bruyante à propos des enfants, qui ont été filmés par CCTV en train de faire des cascades similaires, les laissant bouillonner de peur. Son sourire malicieux rendait l'idée étrangement tentante, mais je me sentais trop épuisé pour m'y engager pleinement. Nous sommes sortis du magasin ensemble, car Elisabeth a mentionné que son journal était un exercice qu'elle avait commencé à préparer pour une future carrière de journaliste. Elle aimait réfléchir aux événements passés pour voir si elle pouvait rendre les journées banales intéressantes aujourd'hui. Elle m'a assuré que c'était tout sauf ennuyeux. Son rire a apaisé la tension. Même si je suis resté pensivement, la foule de filles à l'extérieur s'est dispersée à mesure que nous nous approchions. Mais le regard de Lorraine s'est attardé sur moi. Pour la première fois, elle ne pleurait pas, même si son regard avait une lourdeur tranquille que je pouvais. Je ne pourrais pas interpréter. La noirceur revenait au fur et à mesure que nous marchions, même si elle semblait moins absolument perméable. Comme si des fissures se formaient sur sa surface suffocante. J'ai pensé aux scènes dont j'avais été témoin en essayant de rassembler les fils. Elisabeth et Lorraine étaient des constantes, mais tout le reste semblait décousu. Si c'était de la réalité virtuelle, cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé. Comment a-t-il pu capturer les émotions et les pensées de manière si vivante qu'une réalisation troublante m'est venue à l'esprit que j'ai essayé de supprimer? Ce n'était pas de la réalité virtuelle. La pensée s'accrochait obstinément et refusait de lâcher prise. J'étais mort. Cela me semblait ridicule de ressentir la mort. En tout cas, en 1996, alors que je dérivais dans cette incertitude, une nouvelle scène a commencé à se former. Depuis ma cachette dans les arbres, j'ai regardé avec horreur. Lorraine attrapait la bouteille de cognac à moitié vide et en prendre une longue gorgée, alors qu'elle et deux amies buvaient en secret depuis plus d'une heure. Les autres filles faisant semblant d'être plus ivres que moi, et les encourageaient avec moquerie et courage. Leur voix était forte, se moquant de Lorraine, mais ne prétendaient pas que du cognac lui avait coulé sur le menton en buvant, et ses capacités de coordination étaient affectées. Je les avais suivis après les avoir vus voler la bouteille, dans l'espoir d'intervenir avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Mais maintenant que la moitié de la bouteille avait été bue d'un seul coup, il était évident que j'avais attendu trop longtemps, inquiète, pour sortir de l'ombre avec l'autre. Les filles crièrent de surprise et s'enfuirent, avec Lorraine se balançant avec incertitude. Elle marmonna quelque chose d'incohérent et laissa tomber la bouteille en verre par terre, se brisant. Paniqué, je lui ai attrapé les épaules. Je ne pouvais pas la laisser seule, mais j'ai attendu car une ambulance semblait impossible. Elle avait besoin d'aide maintenant. J'ai pensé à un moyen de faire vomir pour éviter une intoxication alcoolique, et j'ai hésité un instant avant de la forcer à avancer en utilisant mon doigt pour déclencher son réflexe nauséeux. Elle a opposé une faible résistance, mais a rapidement vomi violemment, expulsant l'alcool avec son haine. En mangeant, je me suis retrouvé dans le désordre, tandis que Lorraine est restée relativement indemne. J'ai ri sans joie de mon malheur. Peu importe à quel point j'essayais d'aider, les choses semblaient toujours se retourner contre moi avant que je puisse le faire. J'ai rassemblé mes pensées, une voix a traversé la clairière, mon cœur s'est arrêté un instant, attendant à sa place mère. Elisabeth, sortie de l'ombre. Que fais-tu avec elle? Elle exigeait une suspicion tempérée par l'inquiétude, contrairement à la plupart des gens. Elisabeth n'a pas automatiquement supposé que j'avais tort, même si elle l'était. Je ne suis pas si naïf quant à ma capacité à faire des bêtises. J'explique la situation en soulignant la consommation imprudente de Lorraine et ma tentative d'empêcher l'alcool de lui faire du mal. Elisabeth a évalué la scène avec un calme neutre qui a calmé mes nerfs alors qu'elle acceptait d'appeler. Alors que je me préparais à ramener Lorraine à la maison, son regard perçant s'adoucit alors qu'elle me regardait. « Vous les avez suivis pour les protéger, n'est-ce pas ?» Elle a demandé. J'ai haussé les épaules,
incertain de mes motivations. Elisabeth soupira. Tu aurais dû le dire à quelqu'un, mais au moins tu étais là. En fin de compte, elle est allée chercher de l'aide et j'ai regardé Lauren, alors que nous nous préparions à partir en nettoyant les dégâts sur mes vêtements qui épuisaient mes membres et le versement. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur moi. Mais au moins cette fois, je n'ai pas eu le temps de m'attarder. Fait quelque chose est vrai. Elisabeth s'est enfuie pour trouver un téléphone, me laissant pleurer. Des larmes incertaines. Lauren avait commencé à pleurer dans Ernest. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander combien de temps il faudrait avant que sa mère se présente et exprime la colère dans laquelle cette pensée m'avait envoyé. J'ai poussé Lauren à avancer et je les ai conduits à travers les arbres jusqu'à ce que nous arrivions à nous. Le champ ouvert derrière nos maisons. Le soulagement m'a submergé lorsque je n'ai vu personne autour. Peut-être que pour une fois, j'échapperai à la culpabilité que l'espoir ait été de courte durée, cria une voix à travers le champ. Enlève tes mains de ma fille. Lauren a été arrachée à moi par un autre et conduite chez elle avant que je puisse réagir. Sa mère s'est jetée sur moi en me poussant. Elle m'a fait trébucher par terre. Ses mots étaient empreints de venin. Vous êtes salement ivre et couvert de vomi. Êtes-vous dégoûtant? Cracha-t-elle alors qu'un petit groupe d'adolescents se rassemblait. À travers la tension des ambulanciers, leur professionnalisme calme contrastait fortement avec l'hostilité autour de moi, ignorant les paroles de la mère de Lauren. Un ambulancier m'a parlé gentiment et m'a persuadé vers l'ambulance, désespéré de m'éloigner de la foule. J'ai hoché la tête, suite à mon épuisement. Elisabeth semblait visiblement essoufflée, mais déterminée à exiger que je sache ce qui s'était passé. J'ai raconté les événements alors que Lauren endurait la colère de sa mère et la foule en colère qui s'est presque retournée contre moi avant que les ambulanciers n'interviennent. Mon avocat de la défense est intervenu pour préciser que je n'étais pas l'agresseur ivre. Il l'avait rendue malade pour la sauver. Elle, dit-elle en jetant un regard noir à quiconque osait douter de moi. Le scepticisme initial des ambulanciers s'est atténué à mesure que l'histoire se déroulait. Vous lui avez probablement sauvé la vie, a admis l'un d'eux, mais il a ajouté, avec l'humour de Gallows, dire que la prochaine fois je devrais me tenir derrière la personne avant de la faire vomir, m'a offert un peu de réconfort, même si je ne l'étais toujours pas. Bien sûr que j'avais tout fait correctement après leur avoir donné l'adresse de Lauren, je les ai regardés partir se préparer à l'inévitable altercation avec leur mère. Elisabeth s'est tournée vers moi et a plissé le nez face à mon état de chef d'accusation. Elle m'a taquiné, soulignant combien de fois j'avais été pris dans les désastres de Lauren. J'ai ri faiblement et j'ai demandé si je pouvais utiliser son tuyau d'arrosage pour nettoyer avant qu'elle ne rentre chez elle. La mère de Lauren avait probablement diffusé sa version des événements et je doutais que ma propre mère prenne mon parti. Elisabeth a ri et m'a conduit chez elle, me traitant de héros. Son humour a allégé mon humeur, mais alors que j'effaçais l'odeur de la torture, un sentiment d'inévitabilité demeurait, peu importe le nombre de fois où j'essayais d'aider le chaos qu'il semblait. Pour toujours me retrouver, l'obscurité m'enveloppait désormais de manière moins oppressante. Comme si dans les souvenirs que j'étais, je reconnaissais un modèle qui n'était pas des visions aléatoires, mais des moments clés de mon coin. Le déroulement du passé avec une clarté que je ne possédais pas à l'époque, même si j'étais un observateur de ma propre vie, était tout sauf satisfaisant. J'avais envie d'influencer les événements, de faire plus que simplement me regarder flotter dans le vide. Je me demandais ce que cela signifiait, s'il s'agissait d'une sorte de purgatoire, d'une expérience de mort imminente, ou si j'étais entré dans quelque chose. Les dernières théories tourbillonnaient dans mon esprit, mais à mesure que je m'approchais, le miroitement de la bulle la plus proche m'a distrait. J'ai bougé à nouveau, me précipitant vers un autre moment. C'était en 1987. Les cris et les sifflets des ouvriers du bâtiment constituaient la toile de fond de ma marche vers l'école, une symphonie quotidienne qui semblait amuser. La plupart des filles semblaient également insultées et agacées. Même si j'ai remarqué que celles qui étaient ignorées au cours d'une journée étaient souvent ignorées.
habillée de manière plus provocante le lendemain. C'était devenu un jeu pour moi de retrouver la fille en quête de validation. Ce jour-là, c'étaient les amis de Sarah Von Lauren qui s'étaient donnés à fond avec une mini-jupe et un crop top. Les cris devenaient de plus en plus forts à mesure qu'elle arrivait sur le chantier. Mais il semblait que déstabilisant Lauren, elle s'est arrêtée pour ajuster ses chaussures, puis a discrètement retroussé la ceinture de sa jupe. J'ai encore raccourci l'ourlet alors qu'un rayon de soleil l'éclairait. J'ai remarqué une faible lueur autour d'elle. Une étrange sensation subtile mais distincte de boing m'a envahi et m'a tiré vers l'avant, au milieu du bruit des sifflements et des rires, coupant le cri d'avertissement d'un ouvrier que j'ai vu avant que Lauren ne heurte un poteau d'échafaudage sans réfléchir. Me faisant tomber, j'ai sprinté sur la courte distance qui nous séparait, la faisant tomber juste au moment où le poteau heurtait le trottoir, là où il se tenait dans la lueur autour d'elle, et disparaissait. Aussi vite qu'il était apparu, me laissant me demander ce que je venais de voir. Le poteau est tombé rapidement et je me suis figé, impuissant à éviter sa trajectoire. À moins d'un pied de moi, il a heurté le trottoir avec un fracas assourdissant, envoyant des éclats de roches voler dans les airs. Certains débris m'ont frappé le visage, laissant des entailles peu profondes. La barre a basculé sur le côté et a heurté mon épaule avec une force qui l'a engourdie. La douleur surgissait aux limites de la sensation, attendant de remonter à la surface. Lauren, qui s'était gratté les genoux alors que je la poussais à l'écart. Elle a recommencé à pleurer. Ses larmes ont attiré la foule. Amis, passants et adultes choqués se sont rassemblés, exprimant leur enthousiasme et leur colère. Il était clair que ma proximité avec Lauren blessée était une combinaison dangereuse sans attendre que quelqu'un me remarque. J'ai flâné le long du mur, essayant de disparaître inaperçu au moment où je tournais le coin. Elizabeth est apparue à côté de moi. Sa voix était basse et sardonique. « C'est le numéro 8, murmura-t-elle, faisant référence à une autre fois où j'étais prise dans les mésaventures de Lauren. Elle passa son bras autour de moi et m'éloigna de la scène. Le bruit croissant de la foule s'estompant derrière nous alors que nous nous éloignions plus loin. Du chaos, des bribes de conversation parvenaient à mes oreilles, des fragments de spéculation, d'admiration et de confusion. Il la poussa hors du chemin que quelqu'un disait lui avoir sauvé la vie. Je suppose qu'une autre voix m'a demandé si j'allais bien, seulement pour recevoir des réponses confuses sur mon absence, puis est venu le ton indubitable de la mère de Lauren, strident et accusateur. « Qui t'a fait ça? Où est-il » Elle exigea ces mots, bouillonnante de colère mal dirigée. Des sirènes au loin ont poussé Elizabeth à accélérer notre rythme. Elle m'a conduit au centre médical. Son soutien restait ferme malgré mes douleurs croissantes. Mon épaule empirait à chaque pas. Mais la présence d'Elizabeth était une distraction apaisante. J'étais parfaitement conscient de son parfum frais et légèrement musqué et de la chaleur de sa présence, alors que ma main reposait sur sa taille. Elle glissa un peu plus bas, au rythme de ses pas, et me regarda avec un sourire taquin qui n'était pas trop blessé. Être à elle. Elle a mis sa chance à l'épreuve, a-t-elle dit, mais elle ne s'est pas éloignée du centre médical. Nous avons été vus rapidement, les rues étaient calmes maintenant, alors que l'école était pleine. Après notre passage, nous avons inventé une histoire simple. À propos de la façon dont je suis tombé d'un mur, je suis tombé et je m'ai regardé. Verre brisé coupé. Le regard sceptique de l'infirmière suggérait qu'elle ne nous croyait pas vraiment, mais elle m'a quand même soigné, le bandage sur mon épaule palpitant sourdement. Comme j'étais proche d'une blessure grave, nous avons quitté le centre et avons marché lentement dans les rues vides. J'ai insisté pour qu'Elizabeth me laisse à la porte de l'école. Les ennuis étaient inévitables, mais l'entraîner ne ferait que me faire me sentir encore plus mal. Elle a hésité, mais a fini par céder et est partie. J'ai dû faire face aux conséquences seul. La porte d'entrée de l'école se dressait devant moi et était interdite aux élèves de mon âge, mais s'y faufiler n'était pas une option dans mon état. Je soupirai et l'ouvris, acceptant les retombées dans la bulle Dark Void. Le souvenir s'effaça, ces moments revécus me paraissant vivants mais lointains, comme si je regardais un vieux film dans lequel j'étais à la fois acteur et public pendant que je divaguais.
Des pensées me traversèrent la tête, fragmentées et étranges. Lauren s'était allumée. Si elle n'avait pas été frappée par un rayon de soleil quelques instants auparavant, le poteau serait tombé, créant une lueur éthérée. Je ne pouvais pas oublier que cela me rongeait. Un mystère réside au sommet, une expérience déjà surréaliste. Des questions alimentées par une prise de conscience croissante de ma situation difficile, ce purgatoire était-il une expérience de mort imminente ou quelque chose de complètement autre? Je me souvenais des histoires que j'avais lues, des vies défilant devant mes yeux et des souvenirs vifs du passé. C'était différent. Être un observateur passif de mes propres souvenirs était frustrant, mais j'étais déterminé à y trouver un sens. C'était en 1988, lorsque le miroitement d'une autre bulle m'a tiré en avant, et j'ai plongé dans ses profondeurs. Des voix élevées parvinrent à mes oreilles avant que je tourne au coin de la rue. Un groupe d'intimidateurs avait entouré leur nouvelle cible de raillerie et de ridicule. Indéniablement, un cri aigu de douleur a accéléré mes pas, et j'ai couru vers la scène. Mon cœur se serra en voyant Lauren au milieu de son agonie. Le groupe l'entoura, la forçant entre eux. Une personne lui a tiré les cheveux tandis qu'une autre l'a poussé brutalement contre le visage de Lauren. Elle a déchiré et a tenu son bras de manière protectrice sur le côté comme s'il était blessé. Je ne pouvais pas lui reprocher de pleurer. Je me suis précipité dans le cercle sans y penser, et je l'ai prise dans mes bras. La bande, figée par la surprise, son rythme habituel fut interrompu au moment où j'écartais mes épaules et me préparais à les retenir aussi longtemps que je pourrais me perdre. J'ai crié dans l'espoir de gagner suffisamment de temps pour que quelqu'un d'autre intervienne ou que Lauren puisse échapper au chef du gang, la grande et forte fille, un appel à la ténacité, et que faut-il faire? Elle m'a défié en disant que les chances étaient de 7 ou 8, contre 1 contre moi, mais je suis resté inébranlable. J'espérais seulement que Lauren avait l'esprit, c'est que le moment était venu. Elle était abasourdie. Ces confrontations ne devraient donc normalement pas avoir lieu. La victime menaçait de mendier ou de s'enfuir, et quelqu'un serait inévitablement blessé. C'était un scénario familier qui était certainement prévisible. Mais cette fois, sa bande agitait et la victime s'était retrouvée à l'hôpital. Et même si tout le monde savait qui était chargé de prouver que c'était autre chose, je restais silencieux et n'étais pas prêt à le faire. Donnez-leur une raison d'agir pour qu'ils puissent tous les deux les accepter. Un garçon dégingandé et né d'acné a ajusté sa proposition à la grande fille qui dirigeait le groupe, a été salué et a hésité. L'incertitude apparut sur son visage. La tension dans l'air était perceptible et je me préparais au pire avant que quelque chose n'arrive. Une voix interrompit la situation du patient. « Laissez-la tranquille. » La mère de Lauren a fait irruption dans mon champ de vision et a tiré sa fille de mes bras. Son mépris était vif envers le gang et moi. 9 d'entre vous contre une petite fille, de vrais héros, n'est-ce pas? Elle a craché, puis m'a frappé d'une forte gifle au visage sans prévenir que je t'avais prévenu pour la dernière fois, a sifflé avant de s'éloigner et Lauren. Lauren a essayé de protester, mais maman ne l'a pas fait. Mais ses paroles ont été interrompues lorsque le gang s'est retourné contre moi. Le premier coup m'a déséquilibré et m'a fait tomber au sol car il y avait tous les coups de pied. Je me suis roulé sans relâche et brutalement, et j'ai protégé mon visage du mieux que j'ai pu. Mais un coup est quand même tombé. La douleur explosait à chaque coup, surtout lorsqu'une botte touchait mes côtes, puis s'arrêtait brusquement. La voix de James Elizabeth traversa le chaos qu'elle avait traversé, et un groupe de ses amis était arrivé et dispersait le gang. Elle s'est agenouillée à côté de moi, son visage était pâle d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu t'es fait ?» Les larmes ont rempli leurs yeux quand ils m'ont aidé à m'enfiler. J'ai murmuré faiblement « Est-ce que Lauren va bien ?» Elizabeth s'est tournée vers les spectateurs et a parlé fort. La première chose qu'il demande à propos de tout cela est de savoir si elle va bien. Si quelqu'un la prochaine fois, James appelle un racket. Rappelez-vous cela. La douleur dans mes côtes augmentait lorsque j'essayais de me lever et que je prenais de l'air. Je pense que j'ai besoin d'un hôpital, dont j'ai admis qu'il avait maintenant rassemblé une foule, dont le murmure a encore contribué à mon humiliation pour être d'accord avec lui,
Quelqu'un a murmuré qu'il était temps qu'il obtienne ce qu'il a gagné, a dit. Un autre, un policier qui passait par là, est intervenu, a dispersé la foule et a appelé une ambulance. Elizabeth a essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais comme elle ne l'avait pas fait, je n'ai pas vu la bagarre et je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose à l'hôpital. Quelques heures plus tard, le même policier est venu à mon chevet et m'a dit que la mère de Lauren avait déposé une plainte officielle dans laquelle elle m'accusait d'avoir des difficultés. J'avais à dire, a-t-il prévenu, mais j'étais trop épuisé pour répondre quand je me suis réveillé à nouveau. Ma mère était assise à côté de moi, elle a souri gentiment et m'a demandé si tu faisais ce qu'elle dit. Non, murmurai-je. Alors c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, dit-elle en me serrant la main. Le fonctionnaire est revenu plus tard pour me dire que l'acte d'accusation avait été abandonné. Pas assez de preuves. Il expliqua son ton un peu plus détendu. Quelqu'un les a pris en photo avant qu'ils ne soient soignés. Aucun jury n'aurait cru son histoire en voyant à quel point elle a été maltraitée. Qu'as-tu fait pour le faire? Cette femme te déteste tellement. J'ai haussé les épaules et je n'étais pas prêt à répondre. Il y est allé et je suis retombé dans un sommeil agité. L'énergie était électrisante et les étudiants applaudissaient sauvagement, tandis que les professionnels jouaient avec notre équipe et démontraient leurs compétences lorsque l'attaquant adverse tirait la jubilation à plus de 25 mètres de distance, déclenchant une vague d'excitation. Dans la foule, les acclamations se sont transformées en cris lorsque certains sièges provisoires ont commencé à s'effondrer. Je me suis juste retourné à temps pour voir comment les gens se précipitaient entre eux. J'ai vu Lauren tomber de la rangée du haut sans réfléchir. J'ai prononcé une phrase et je l'ai attrapée par le bras. Lorsque je l'ai relevée avec l'autre bras, j'ai crié et je lui ai saisi l'épaule. Ses yeux en larmes rencontrèrent les miens. « James, ton bras !» Elle haleta et les ignora. J'ai regardé le chaos ci-dessous et j'ai essayé d'aider les autres à se mettre en sécurité. Chaque mouvement chassait des vagues de douleur dans mon bras blessé. Mais j'ai continué à attirer autant de personnes que possible pour assurer la sécurité. Les cris et les appels à l'aide étaient interminables, mais j'ai pu me concentrer et je suis resté sur ceux que j'ai pu sauver lorsque les secours sont arrivés. Je baignais en sueur. Mon bras insistait sans relâche. Lauren pleurait toujours et me serrait fort lorsque les ambulanciers se rapprochaient. Ses blessures étaient légères, mais elles n'étaient pas loin de moi quand on m'a aidé. Je ne pouvais pas revenir au sentiment que l'opinion de la mère de Lauren à mon sujet, peu importe ce que je faisais, ne changerait rien. Mais exceptionnellement, ça a changé. Peu importe que je n'ai pas d'importance. La bonne chose, même si cela ne signifiait qu'une autre cicatrice, porter Elizabeth et aider. J'ai aidé à organiser une ligne de sauvetage provisoire qui a sorti les gens des décombres. Même Lauren a mis ses larmes de côté pour attraper occasionnellement une main des autres. Et tant que j'ai pu me tenir debout, je suis allé mieux que les gens sous le pré en caoutchouc, sous forme de pompiers et de vestes fluorescentes, qui ont rapidement repris la corde et leur efficacité par le chaos a adopté l'un d'eux en blanc. Il a salué mes efforts, mais gelé quand il a vu mon bras se serra brièvement l'épaule, mais la foule pressante nous a rapidement séparés. Elizabeth, qui m'a protégé du pire du chaos et m'a conduit aux lumières clignotantes d'une ambulance. Un médecin a examiné mon bras avec soin, mais sinistrement les coudes, peut-être un avant-bras cassé, qu'il n'a pas dit de douleur jusqu'à ce que le médecin la voie. J'ai peur qu'il ait aboli une carte orange autour de mon cou et passé à d'autres patients, mais avant que je puisse dire, plus d'épuisement m'a attiré en dessous lorsque j'avais rougi la douleur du scarjon dans mon bras sur une douleur gérable. Les Windows Elizabeth étaient une expression à côté de moi, qui s'appelait quand j'étais faiblement soulagé de l'absence de douleur que je n'ai pas frappé mon bras. J'ai murmuré l'épuisement et je me suis dépassé à nouveau après que l'hôpital n'a pas confirmé les fractures que j'avais été renvoyé chez moi. L'effondrement. Mais Elizabeth a gardé mon identité secrète lorsqu'elle m'a taquiné sur l'absurde, et je l'ai taquinée, et je l'ai avertie de ne pas l'écrire lorsqu'elle est devenue journaliste.
Ma récupération, et nous avons eu un moment passionné avec un baiser électrisant de la sensation de soie de sa peau sous mes mains. Mais les bulles semblaient déterminées à ne me montrer que le chaos et la douleur. J'ai arrêté de retenir mon souffle lorsque Lorraine est tombée sur le sol avec une légèreté surprenante au clair de lune. À peine qualifiée de vêtements, puis dans quelques talons hauts glissés de sa poche avec un couteau rapide de ses cheveux. Elle pousse vers la ville où son téléphone portable a été pressé sur son oreille. J'ai dit qu'elle a dit doucement « Oui, je suis en route ». Chill à travers moi qui ne finirait pas bien. Je suis resté à l'ombre pour suivre son Jack. Son dernier ami était plus âgé et beaucoup moins naïf que les garçons qu'elle manipulait normalement. Il était clair de ses vêtements et de l'excitation dans sa voix que la dynamique des performances avait déplacé tout ce qu'elle s'attendait. À ce soir-là, ne secoue pas. Ce ne serait pas bon. C'était facile de la suivre en premier. J'ai regardé entre l'ombre, mais j'ai rapidement réalisé que je n'avais pas l'air méfiant pour tout le monde. Alors j'ai décidé de marcher sur une distance de sécurité derrière le but de Lorraine. Elle a disparu par une porte latérale. L'entrée principale, qui a été bloquée pendant un moment après un moment, a suivi le clair de lune qui illuminait la piste de stationnement, et l'étape confiante de Lorraine était facile à suivre. Tandis que le parc n'était pas vide, je suis resté à proximité, mais j'ai essayé de mélanger pour tenez-vous à l'herbe. Soudain, elle a disparu dans un moment où elle était devant moi, et dans la suivante, elle était partie quand j'ai récupéré mes étapes et des empreintes faibles dans l'herbe mouillée dans la forêt. Je suis mon estomac tourné quand j'étais dans le... Les arbres ont suivi. Sa voix tremble et vous l'aimez? Jacques a répondu à sa robe moquée pour vous en demander, laissez-moi partir. J'ai poussé les sous-bois et j'ai trouvé Lorraine sur le sol, que sa robe s'arrêtait, et une marque rouge était presque surréaliste sur son visage au clair de lune. Mais la scène était tout sauf Jack sur son expression sombre et dangereuse. Seul, j'ai dit que j'ai rétréci le sien les yeux et me donnèrent. J'ai ramassé Lorraine et monté et je suis rentré chez moi. Maintenant, elle se mit à pied avec ses pieds et tenait sa robe alors qu'elle courait vers l'entrée du parc pour suivre Jack. Mais j'ai commencé son chemin après un moment. Il a brillé et j'ai osé espérer qu'il était à nouveau en panne. Puis il rugit avec colère et m'accusait de m'avoir dirigé. Mais il était plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Rock a une balle pour me protéger quand il a donné des coups de pied sur les pieds et les côtes de mes bras. Quelqu'un qui pleut à travers les arbres qui tombent. Une forte branche a frappé la tête de Jack et il a trébuché sur un autre coup, puis un autre, stupéfait. Il a suivi et a fait tourner. Et leva les yeux quand Elisabeth se tenait au-dessus de moi, un club provisoire dans son soulagement de la main, mais la douleur était trop écrasante pour parler. Elisabeth qui a parlé à son genou à côté de moi. Qu'a-t-il aimé? Qu'est-ce qu'il t'a amené impressionné? Elle a essayé de me garder éveillé lorsque les sirènes se sont approchées de ses paroles. Une bouée de sauvetage contre les interventions qui sont arrivées, et son efficacité calme était la dernière chose dont je me souvenais avant la noirceur que je me suis réveillé dans les tuyaux d'un lit d'hôpital, dans toutes les directions, qui ont donné un médecin et un professionnel. Un bref résumé de mes blessures. Une côte levée de bras contaminée et des saignements intérieurs qui avaient été contrôlés sans chirurgie était ma mère à côté de moi. Et a exprimé son expression à côté de moi, que j'avais entendue une fois. Ne leur permettez jamais de fouiller vos affaires, à moins qu'ils n'aient l'autorité pour le faire. Je l'ai retiré hors de sa portée. La foule désormais plus nombreuse semblait apprécier le drame qui se déroulait. Quelqu'un a ri, et le visage du manager s'est rougi de colère. Mais étrangement, son escalade s'est accélérée. Son humeur m'a permis de rester plus calme. J'ai fait remarquer qu'il n'était pas un policier et qu'il n'avait pas le droit de me fouiller. Les spectateurs rassemblés ont murmuré leur accord, ajoutant à son malaise croissant. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la foule s'est séparée, et 2 policiers, un homme et une femme, se sont approchés de nous avec soulagement. Finalement, une autorité impartiale m'a envahi.
Je n'ai pas perdu de temps pour expliquer que l'agent de sécurité m'avait arrêté avant que je quitte le magasin. J'ai dit qu'il avait essayé de m'emmener dans une chambre privée. J'ai refusé de me sentir en danger et j'ai insisté pour rester en public, ce que le directeur a ensuite tenté de fouiller. J'ai quitté prudemment sans raison. Les gardes m'ont écouté d'un air menaçant, peu sûr que le fait de mentionner mon cas puisse aider ou nuire. Les policiers ont écouté attentivement, le visage illisible, avant de tourner leur attention vers le garde qu'ils surveillaient. Il s'est déplacé inconfortablement et a admis qu'il s'était arrêté dans le magasin. Le gardien s'est montré dur pour ne pas avoir suivi la procédure appropriée. Sa colère s'est transformée en insulte alors qu'il se retirait par la porte privée. Le son de ses cris s'est arrêté lorsque la porte a crié contre le garde. Alors que je me suis refermé, les agents se sont retournés vers moi sans aucun signe d'acte répréhensible. Ils m'ont relâché dès que la tension s'est calmée, une vague de vertige m'a frappé, mon environnement a semblé perdre sa couleur, les bords de ma vision sont devenus gris, mes jambes ont vacillé et je suis tombé au sol alors que la nausée tourbillonnait dans mon ventre. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé l'un des policiers, la voix pleine d'inquiétude. Je secouai la tête, me penchai en avant et pressai ma tête entre mes genoux. La pièce tournait autour de moi, le vertige menaçant de m'envahir, leurs voix se fondant légèrement dans le fond et le monde autour de moi s'assombrissait. Le dernier son que j'ai entendu avant que tout ne disparaisse, c'était quelqu'un qui m'appelait James. Le bourdonnement dans mes oreilles s'estompa, tandis que la voix d'Elizabeth traversait la brume. Malgré l'épuisement, l'évanouissement s'est calmé. J'ai apprécié le confort de son étreinte, ne voulait pas lâcher le réconfort éphémère qu'elle m'apportait. Elle a assuré aux policiers qu'elle me ramènerait à la maison en toute sécurité. Sa confiance calme les convainquant de nous quitter. Alors que les policiers partaient, sans autre question, j'ai jeté un coup d'œil dans mon sac et découvert la farce que Lauren et ses amis m'avaient fait. Des sous-vêtements qui visaient probablement à m'humilier lorsque j'étais ennuyé, mais ne voulant pas leur donner la satisfaction que j'avais jetée sur une étagère voisine et qu'Elizabeth avait suggérée. Une vengeance subtile et bruyante à propos des enfants qui ont été filmés par CCTV en train de faire des cascades similaires, les laissant bouillonner de peur. Son sourire malicieux rendait l'idée étrangement tentante, mais je me sentais trop épuisé pour m'y engager pleinement. Nous sommes sortis du magasin ensemble, car Elizabeth a mentionné que son journal était un exercice qu'elle avait commencé à préparer pour une future carrière de journaliste. Elle aimait réfléchir aux événements passés pour voir si elle pouvait rendre les journées banales intéressantes aujourd'hui. Elle m'a assuré que c'était tout sauf ennuyeux. Son rire a apaisé la tension. Même si je suis resté pensivement, la foule de filles à l'extérieur s'est dispersée à mesure que nous nous approchions. Mais le regard de Lauren s'est attardé sur moi. Pour la première fois, elle ne pleurait pas, même si son regard avait une lourdeur tranquille que je pouvais. Je ne pourrais pas interpréter. La noirceur revenait au fur et à mesure que nous marchions, même si elle semblait moins absolument perméable. Comme si des fissures se formaient sur sa surface suffocante. J'ai pensé aux scènes dont j'avais été témoin en essayant de rassembler les fils. Elizabeth et Lauren étaient des constantes, mais tout le reste semblait décousu. Si c'était de la réalité virtuelle, cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé. Comment a-t-il pu capturer les émotions et les pensées de manière si vivante qu'une réalisation troublante m'est venue à l'esprit que j'ai essayé de supprimer? Ce n'était pas de la réalité virtuelle. La pensée s'accrochait obstinément et refusait de lâcher prise. J'étais mort. Cela me semblait ridicule de ressentir la mort. En tout cas, en 1996, alors que je dérivais dans cette incertitude, une nouvelle scène a commencé à se former. Depuis ma cachette dans les arbres, j'ai regardé avec horreur. Lauren attrapait la bouteille de cognac à moitié vide et en prendre une longue gorgée, alors qu'elle et deux amies buvaient en secret depuis plus d'1 heure. Les autres filles faisant semblant d'être plus ivres que moi, et les encourageaient avec